Depuis 2006, la République démocratique du Congo a connu 3 cycles électoraux. En 2006 même, en 2011 et en 2018. Et à chaque cycle électoral, des violences sont donc connues, des violences post-électorales. Quelles en sont les causes? Comment les prévenir? Comment les éviter aux prochains cycles électoraux? Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce face-à-face spécial Monsieur Fidèle Louméa, expert en paix et transformation des conflits. Monsieur Fidèle Louméa, bonjour et merci de répondre à notre invitation. C'est mon plaisir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir dans ce studio et pour cette émission. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. Avant de parler du cycle de 2006, on va essayer de remonter un peu plus loin. En 1960, après l'accession de la RDC à l'indépendance, il y a eu élection aussi, où Lumumba fut élu Premier ministre. Il va cohabiter avec Kasavubu. Après cela, il y aura également des violences. Les causes sont nombreuses, sont multiples. Comment analysez-vous ces violences que nous avons connues ici en République démocratique du Congo au terme de l'indépendance de 1960? Vous avez cité quelque chose qui est dans le domaine de mon expertise, c'est la transformation des conflits. Alors vous avez cité aussi les conflits électoraux. Donc, dans l'analyse des conflits, nous avons des symptômes. Les violences sont des symptômes et non des causes. Donc c'est comme vous regardez un arbre, il y a le racine en bas et puis les fleurs ou bien les feuilles. Donc le feuille, c'est ce qui vous dit si l'arbre est en bon état ou pas. Et puis vous partez en dessous pour voir le racine. Donc ici, ce que moi je voudrais faire, c'est de donner les causes profondes, le racine et puis les leçons qu'on voit sur les symptômes. Les élections de 64, comme vous l'avez mentionné, d'abord dans l'analyse des conflits, nous avons 5 causes primordiales. Et puis les restes là, quand on dit exogène, ça c'est pas le concept que nous utilisons. Mais voilà 5 causes. Pas en nombre alphabétique ou bien en désordre comme ça. Des causes relationnelles, des causes personnelles, des causes structurelles, des causes systémiques et puis des causes sociales. Dans le cas spécifique de Lumumba et Kasavubu, nous parlons d'abord des causes systémiques. Le système démocratique au Congo était naissant. Vous voyez? Donc, nos politiciens de ces moments-là n'ont pas pu maîtriser comment les choses fonctionnent. Tu vois, ça les échappait. Ils étaient dans l'école de l'apprentissage, mais la vie ne les attendait pas, les cours de l'histoire ne les attendaient pas. Ils sont partis faire l'apprentissage de la démocratie. Et quand vous apprenez, vous commettez des erreurs. Tu vois, si on doit demander aux acteurs de ce temps-là, s'ils étaient vivants, de répartir à ce moment-là, ils n'auraient pu commettre beaucoup d'erreurs, des conflits qu'ils ont vécu à ce moment-là. Parce qu'ils ont maturé dans leur apprentissage de la démocratie. Mais en ce temps-là, tout était nouveau. Ils n'étaient pas universitaires, ils n'étaient pas des Sciences Po. C'est des gens qui sont partis pour la plupart dans des séminaires où on ne vous apprend pas à devenir politicien. Ils sont venus devenir politiciens parce qu'il y avait une demande et ils étaient des leaders communautaires. Tu vois? Donc on ne peut pas passer du coup parce qu'on a bien harangué les populations et puis on devient politicien dans un système qu'ils ne maîtrisaient pas tellement. Ils n'étaient pas suffisamment préparés pour être politique, parce pour diriger tout un pays. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'école et la licence et le master et le doctorat. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que vous devez lire et beaucoup d'heures que vous devez passer en classe
Il y a les gens qui disent non, tu peux. Nous avons les conséquences. En 64, ça c'était des conséquences de la non-maîtrise de ce qu'est la démocratie et tous les aboutissants et les tenants de ce système-là. Donc ils ont commis d'erreurs. Disons ici, il y a un conflit de système, des systèmes politiques mis en place. De deux, dans les 5 causes que j'ai citées, donc il y a le système mis en place qui n'a pas été bien maîtrisé, et puis la question relationnelle. Donc il y a 3 conflits ici qui ont donné ces symptômes. Les causes relationnelles. Nous sommes en train de parler des nord-sud du Congo, les Bas-Congo contre les bas. Voilà, ça, c'est relationnel. La relation interethnique était déjà conflictuelle. À l'époque. À cause de la 3e cause qui est identitaire. Ça tombe dans le parti social. Donc, il y a les causes systémiques, du système mis en place la démocratie, et puis il y a le système, il y a les causes relationnelles. La relation entre ces gens ici, les acteurs politiques, n'était pas à favoriser une bonne émancipation du système démocratique. Oui. Et puis, il y a les causes identitaires. J'aimerais revenir un peu aux causes systémiques. Les causes systémiques, vous avez parlé de système qui est naissant. J'aimerais quand même comprendre, ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'était pas préparé à diriger le pays, d'où on peut essayer de corroborer l'idée de Van Basten qui demandait ce que le Congolais soit indépendant au-delà des années 80. Donc, il fallait qu'on atteigne 30 ans encore. C'était un plan qui, normalement, devait être appliqué pour qu'on ne tombe pas dans ces erreurs-là. Ouais. Je dirais oui et non. J'ai écrit 3 livres. Je suis auteur. L'un de mes livres parle de, c'est en anglais, que je dois traduire en français. Je regarde l'ethno-nationalisme congolais. Donc, quelque part, Monsieur Van Bulsen, il avait raison parce que c'est eux qui ont fabriqué les systèmes mis en place. Et ils ont vu grandir. Ils connaissaient les côtés académiques de nos leaders. Parce que tous viennent juste du tas, du lot qu'on a appris. Et nous savons que les universitaires qui sont venus, les monsieur Kanza et les autres, on a coupé leurs études pour venir vite remplir les trous qui se présentaient dans le pays. Tu vois, tous ces universitaires-là, on les appelait à la hâte, c'était la diaspora. Quand vous faites des recherches, ils ne terminaient pas leurs études parce que le pays les avait vite appelés de venir prendre des positions. Donc, la demande était précipitée. La demande de l'indépendance était précipitée. Oui. Le Congolais n'était pas prêt pour l'indépendance. Non, on n'était pas prêt. Il y avait le fruit était juste, mais pas mûr. Tu vois, c'est quand vous regardez encore une fois, quand le fruit commence à devenir jaune, si vous voulez le manger, les parents vont vous dire ce n'est pas encore prêt à manger. Donc il faut encore attendre. Mais la force d'événement, parce qu'il y avait un effet de boomerang, l'Afrique est en train de s'émanciper, on n'a pas le temps. Alors ils ont précipité cela. C'était comme on le disait, il y a un politicien qui a dit Zoana nous pouvoir. Si tu n'as pas ça, tu vas discuter, tu n'en auras pas. Zoana nous pouvoir et puis le reste va venir après. On nous a donné l'indépendance. Maintenant, ce qui manquait ici, c'était l'ingéniosité où aujourd'hui on parlerait des leaders transformationnels qui devaient transformer et trouver quelque chose congolais, une démocratie à la congolaise. Tu vois, au lieu de copier quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. À l'étranger. Alors, vous avez aussi également parlé des causes ethniques. On a compris à l'époque qu'il y avait, au Kassa, il y avait sécession avec Kalonji, au Katanga avec Moïse Tshombe. Et même aujourd'hui, on ressent toujours qu'il y a cette disparité entre certaines ethnies. Les causes, c'est lesquelles? Nous sommes, parce que c'est dans le 5
rubrique des causes de conflit, c'est dans le côté social. Tu vois? C'est-à-dire, on est né dans ça. Aux États-Unis, c'est pas les ethnies, c'est les partis politiques. Les deux grands partis, les républicains et les démocrates. Donc maintenant, il y a les indépendantistes qui sortent et puis les verts. Mais vous devez être membre de ces deux grands si vous voulez juste la politique. Alors, nous, parce qu'on n'a pas, c'est maintenant que nous avons les noms, le parti politique avec des noms. Mais sinon, ce sont des partis politiques à base ethnique. Vous voyez, c'est à peine que nous commençons à accepter qu'un parti politique qui est d'obédience de X province puisse s'étendre sans beaucoup trop de friction à un autre coin du pays. Autrefois, c'était pas possible parce que nous voulons nous sentir toujours protégés et mieux entre nous. C'est ça l'ethnie. L'ethnie vous donne une sécurité. Vous vous sentez protégé. Et c'est comme l'église où vous êtes membre. Vous restez là-bas aussi longtemps que vous vous sentez accepté. Il y a ici la théorie de Maslow, de 5 grands besoins, parmi lesquels le besoin d'acceptation et d'affirmation. Votre ethnie vous affirme. Il est journaliste, on le connaît. Votre ethnie vous protège. Donc le parti politique n'était pas encore, ou jusqu'à présent, ne sont pas encore formés autour d'une idéologie. Les républicains, ils se réunissent aux États-Unis sur base de l'idéologie et des valeurs républicaines. Ainsi aussi qu'il en est des démocrates. Ici, chez nous, c'est différent. Ou en Afrique, ce n'est pas l'idéologie, mais c'est d'abord l'ethnie, qui n'est pas un péché. C'est sociologique, c'est démographique, ça ce sont des réalités. Mais maintenant, comment nous ouvrons la tente pour que tout le monde puisse se sentir bienvenu en dessous de cette tente qui est le parti politique. C'est là où on doit faire maintenant un effort de dire, écoutez, la langue, lorsque nous nous réunissons, la langue n'est pas la langue du village, parce que d'autres personnes vont se sentir exclues. Ici, nous adoptons par exemple la langue que tout le monde peut parler. C'est très très difficile à changer ça au Congo actuellement. Oui. Parce que les gens ne se réunissent que sous base des idées ou des relations ethniques, tribales. Ouais. Parce que le parti a commencé là avec un membre de cette ethnie et puis lui-même se sent protégé quand il est entouré de ces gens-là. Mais ces membres du clan, quand tu vois, ce n'est pas tous les clans aussi, ça s'est éminci à devenir la famille. Vous devez être membre du parti politique dont votre frère ou bien sœur a créé pour lui donner ce sens de sécurité. Tu vois, et vous créez ce qu'on appelle en anglais le buffer zone, la zone de sécurité, l'antichambre. Les autres peuvent venir, mais il y a des limites. On m'a même raconté quand nous sommes rentrés des États-Unis qu'il y a des partis où les réunions en plénière sont des réunions populistes. C'est pour faire, mais les vraies décisions se prennent la nuit. Quand le clan se retrouvent entre eux, ils parlent dans leur langue et ils disent des choses dans leur langue. Donc les non-initiés ne sont pas là. Et il n'y a pas que ça, je termine. Il y a un pays africain que j'ai visité dans le cadre de mon travail. Le président parle une certaine langue internationale pour l'audience internationale. Mais quand il doit adresser un mot de mise en garde, il le dit dans la langue nationale que seuls les initiés puissent comprendre. Donc, tu vois, il se sent mieux dans cette peau-là. Il se dit, oui, c'est vrai que je peux parler la langue étrangère, mais cette partie ici, cette séquence de mots discours, je veux le dire à mon peuple dans la langue qu'eux comprennent. Ce sont des proverbes, ou bien... Voilà. Qu'en est-il maintenant des causes relationnelles? C'est quoi la différence entre les causes relationnelles et les causes ethniques? Il y a dans les causes, oui, il y a une grande, c'est presque la même, mais ici, ce qui fait la relation entre toi et moi, c'est pas le boulot. Tu vois, le boulot vient après. Mais c'est d'abord la relation
Ça peut être une relation ethnique, ou bien une relation professionnelle, ou bien une relation spirituelle, ou bien une relation, quelle que soit la façon dont nous définissons comment nous nous sommes connus. Tu vois. Alors, tu le verras, l'ethnie peut créer votre relation. Mais comme aussi la profession peut créer votre relation. La cause relationnelle, c'est celle dont nous sommes en train de citer. Nos politiciens de ces moments-là ne venaient pas tous d'une même ethnie ou bien province. Ils se sont retrouvés, d'abord, c'était des partis en opposition entre elles, Abako et MLC de Lumumba. De Lumumba. Et les autres, les Balobakat, les Konakat, tu vois. Alors, ces leaders étaient des leaders ethniques. Il n'y avait pas de relations au-delà de leurs frontières territoriales. Tu vois, à tel point que quand vous quittez une province pour devenir membre du gouvernement central, la relation gouvernement, nous savons, nous avons toujours dit jusqu'à aujourd'hui, l'État Njonani. On ne connaît pas qui est l'État, parce que quand tu me dis chef du village, je le connais, j'ai la relation. Mais quand tu dis l'État congolais, ma question c'est qui l'État congolais? On dit c'est nous tous. Alors la seconde question c'est comment nous pouvons être nous tous? Ça passe pas parce que je dois comprendre cela d'abord de mon fond sociologique pour que ça devienne politique. Mais on ne l'a pas encore traduit. Ainsi, on a toujours dit Moutoukaya l'État. Tu vois? C'est le véhicule de l'État. Donc, détruis cela comme tu veux, parce que nous ne connaissons pas qui est le propriétaire. Ça appartient à l'État, mais l'État est qui? Tu vois? Mais quand je dis c'est pour le chef du village, tu peux t'imaginer le chef du village, il est sous l'arbre, il est assis là-bas. Je le vois dans l'imaginaire. Mais l'État, nous ne pouvons pas le voir dans l'imaginaire. C'est pas une conception purement africaine. On a du mal à concevoir ça. Non. Même aux États-Unis où j'ai vécu, quand on dit que c'est l'État, tu sais, il y a des extrémistes qui détruisent tout ce qui est l'État parce qu'ils se disent l'État, c'est un abuseur. Tout à fait. Mais on va essayer maintenant de partir de cet exemple pour aller maintenant en 2006 avec les élections qui ont opposé Joseph Kabila à Jean-Pierre Bemba, où on voit Kabila qui est proclamé vainqueur. Après cela, on voit Bemba qui prend les armes, les militaires, qui essaie de reprendre le pouvoir par la force. Après, ça n'a pas marché et la suite, elle est là. C'est quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets ou comment? Oui. Parce que d'ailleurs, j'ai écrit avant les élections, quand tu pars sur le site internet, tu mets mon nom, tu vas voir. J'avais prédit déjà que le MLC ne prendra pas le pouvoir. Parce que, tu sais quoi? Ils ont amené un élément dans l'analyse des conflits social, ethnique, que les Congolais aient. Parce que quand nous nous voyons, tu es venu me chercher, je ne t'ai pas demandé, tu es d'où? Les Congolais aient cette identité. Ils préfèrent rester dans l'identité nationale. Quand on va copier l'ivoirité, qui était déjà bannie là-bas, pour venir l'introduire dans les discours politico-social du Congo, ça n'a pas marché. Et toute analyse de laquelle nous étions, on a commencé déjà à projeter les échecs du concept congolité. Parce que ça ne marchera pas, parce que le Congo est ce concept-là. Nous voulons être reconnus avec une identité nationale. Ça, c'est le positif du mouboutisme. Tu vois? Mais quand vous quittez là-bas pour venir nous faire asseoir sur des bases identitaires et créer tout un discours politique autour de ça, les Congolais te rejettent. Et le chef de MLC, c'était le rejet, non pas de la personne, mais du discours et des concepts politiques introduits. Et les discours de Bemba étaient comment? C'était les discours, c'est-à-dire qu'au début, c'était bon. Mais quand on commençait à venir près des élections, on a copié l'ivoirité. Encore une fois, c'était quelque chose étranger au Congo. Alors, le temps qu'on voulait comprendre c'est quoi la congolité,
C'était les élections qui venaient. Mais les gens se sont dit, écoutez, quel que soit ça, nous ne voulons pas. Si Congolais signifie exclure d'autres personnes, ça, on ne va pas voter. Tu vois? Alors, et ceux qui disent que, justement, Jean-Pierre Bemba a été élu et qu'il y avait vol de sa victoire, c'est juste une façon de voir les choses. Bon. C'est politique. Tu sais, les élections, je viens des États-Unis, Trump est en train de se battre jusqu'à présent, bien que les cours ont confirmé que non, mais Biden a gagné. Trump continue toujours à croire que non, mais on lui a volé les élections. Même aux États-Unis. Oui, oui. Depuis, il ne veut pas lâcher cette explication-là de son échec. Et les gens lui disent, mais aucun élément le prouve. La Cour a testifié, a témoigné. Donc, les élections en politique, quand vous échouez, vous devez justifier. C'est facile de dire, on m'a volé les voix. Mais ça suffit pas. Il faut que la Cour vienne c'est pour cela que nous avons les cours et tribunaux, pour venir certifier qu'on a volé ou bien. On sort d'une guerre, la guerre de 98, qui a pratiquement paralysé le pays, divisé le pays, avec beaucoup de groupes armés répartis dans le pays, qui va nous conduire à Sun City pour justement qu'on crée ce gouvernement d'union nationale avec un président et 4 vice-présidents. Est-ce que cette configuration a-t-elle joué sur l'organisation des élections et les résultats? Oui. Et ça, on doit nous taper la poitrine nous-mêmes en tant que Congolais, parce que nous, dans la transformation des conflits, nous parlons des solutions locales aux problèmes locaux. Et les solutions africaines aux problèmes africains, les solutions congolaises aux problèmes congolais. 1 plus 4, c'était une invention congolaise pour résoudre un problème de partage de pouvoir par les Congolais eux-mêmes. C'est une invention. On peut se le dire, mais il faut sur le plan transformationnel. Nous devons nous taper la poitrine pour dire, nous avons pu inventer ou apporter à la démocratie une des solutions meilleures pour le contexte congolais de ces moments-là. Tu vois? Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où vous évaluez les résultats. Est-ce qu'il est positif qu'on continue ou il est négatif qu'on laisse tomber? Moi, je dirais, la solution de 1 plus 4, nous devons continuer parce que ça a pu remettre le pays dans une période de paix. C'était pas la meilleure, mais meilleure par rapport à quoi? C'était notre solution pour ces moments-là, pour ces contextes-là. Donc, le 1 plus 4 valait de la peine. Et le pays a pu récupérer sa vocation de paix. Et puis, on a laissé aux politiciens le temps de se préparer pour se relancer. D'accord. Donc, c'était une solution la meilleure. D'accord. Parmi les 5 propositions que vous avez faites, parmi les 5 causes, justement, vous avez parlé de discours, c'est-à-dire tribal, ethnique. Le système n'a pas eu un impact dans ce conflit-là? Non, parce que ici, dans le conflit dont nous avons fait face à ce moment-là, les discours étaient apaisés. Tu vois, ça a montré un sens de maturité. Parce que maintenant, on avait 4 options. 4 présidents avec chacun des postes répartis. Donc, il devait chercher à émuler l'autre pour dire, écoutez, quand moi j'étais président, première bien, troisième, quatrième, voilà ce que j'ai fait. Tu vois? Parce que chaque parti politique maintenant s'était aligné derrière un président. Au deuxième tour? Oui, au premier tour, lorsque nous avions les 4 là. 4 vice-présidents. Ouais. Donc, ça a pu créer un temps de repli stratégique pour chacun de se dire, les prochaines élections, est-ce que je me présente? Mais je me présente avec quels accomplissements? Tu vois? Et on a fait les choix qu'on a fait. Les 3 autres ne sont pas sortis. Donc, c'était quand même positif dans le sens que on n'a pas pu aller encore dans le guerre. Les guerres qui sont venues, c'était... Les guerres qui sont venues après ces élections. Ouais. Ça, c'était
parce que notre constitution, d'abord, ne condamne pas, parmi les moyens que la constitution prévoit pour prendre les armes, c'est une violence, mais qui est permise. Et, la Constitution permet la prise d'armes, la violence. Non, mais c'est discutable là aussi. Donc, parce qu'on montre le mode de prise de pouvoir, non, par les élections ou par d'autres moyens. Mais ça doit être dans le contexte défini par la Constitution. Donc, ces amis ont fait toute une violence pour chercher à accéder au pouvoir. Mais là, maintenant, vous devez faire face au gouvernement, à l'armée nationale, parce que ils ne sont pas venus avec seulement la rébellion. Aussi longtemps que cette rébellion a emprunté les autres forces extérieures, tu vois, ça n'a pas été acceptable par les nationaux. D'accord. On va maintenant essayer de partir d'un scrutin à un autre, 5 ans après. On est en 2011. Là, le contexte a totalement changé. On a Étienne Tshisekedi qui vient postuler à la présidentielle. On a d'autres candidats aussi. Mais on a le président qui était élu en 2006 qui vient postuler également pour la deuxième fois, Joseph Kabila. Et une fois encore, il est élu. Après cette élection, les contestations ont également été constatées après cela. Donc là, les causes peuvent être toujours les mêmes ou les contextes ont changé et les causes aussi changent en même temps? Non, les causes ne changent pas. Les causes restent toujours mais les contextes ont changé. Mais c'est le symptôme maintenant. C'est qu'on a vu ici. Par exemple, dans les causes politiques, les causes systémiques. C'est-à-dire que le système politique, à ce moment-là, qui était démocratique, certains l'ont contesté pour dire, écoutez, les élections n'ont pas été transparentes et apaisées. Donc, ici, dans les causes des systèmes, nous regardons les systèmes politiques, le parti politique, par exemple, nous regardons les lois qu'on a mis en place. Quelles étaient les lois et comment ces lois-là étaient votées pour que les autres respectent ces lois-là. Tu vois, si on a contesté les lois, de dire, écoutez, les lois étaient votées par un seul parti, c'est comme maintenant, on est en train de rejeter les lois au niveau du Parlement, telles que l'opposition n'est pas content. Et les gens qui sont là doivent écouter ça. Parce que dans les causes systémiques, le système politique et le système de lois qu'on a mis en place, comment nous sommes arrivés à voter ces lois-là? Donc, s'il y a contestation, comme on est en train de le faire, les gens s'attaquent au Parlement, la représentativité, le parti politique sont en train de dire, écoutez, celle de l'opposition, on ne nous a pas écoutés, nous avons dû quitter. Donc, qu'on l'accepte maintenant, c'est mieux. Mais si on se dit, écoutez, on fait fi parce que nous sommes de la majorité, ok, nous allons récolter ce que nous allons récolter parce que dans le système, il y a les lois qui créent tous ces systèmes de conflit. Que les autres n'ont pas pu digérer, que les lois qui étaient confectionnées à ce moment-là ne les autorisent pas à revendiquer et ils ont rejeté ces lois-là et parce qu'ils ne voulaient pas les écouter, ils ont fait ce qu'ils ont fait, de se rebuffer ou d'aller vers les violences qu'on a connues pendant cette période-là. Donc c'était à cause de la sourde oreille qu'avait fait la majorité parlementaire et présidentielle à l'époque face à l'opposition. C'était ça la cause principale de ces conflits qu'on a connus. Oui, oui. Parce qu'ils sont partis avec l'amertume. Aux élections. Oui, oui. Ils sont allés aux élections. Croyant nous allons gagner. Mais ils ont découvert que le système, les structures qu'on a... Ici, il y a deux causes. Les causes du système qu'on a mis en place et puis les causes structurelles. Quelles sont les structures qu'on a mis qui garantissaient que non, mais il n'y aura pas de tricherie? Tu vois? Et vous connaissez cette loi-là qu'on a fait voter, la loi de pourcentage, ou bien, c'est comment encore? Le seuil. Le seuil. Le seuil était discuté. Mais on n'a pas voulu écouter la voix des minorités, comme toujours. On a dit c'est fait, c'est fait. Tu vois? Donc,
les gens se sont dit... Parce qu'on craignait que nous puissions tomber dans un certain glissement. Oui. Le temps d'attendre, de mettre tout le monde d'accord, on risque de dépasser les 5 ans qui étaient prévus par la Constitution. Ouais. Et ça, encore, ce sont ces erreurs-là stratégiques qu'on fait. On doit être pressé par rapport à qui nous pousse. Il faut respecter le délai constitutionnel. Mais c'est nous le peuple, non? Le Parlement nous représente. C'est aux gens de dire, nous rentrons au mandat qui est le peuple pour leur expliquer que non, mais écoutez, qu'on donne ce temps de transition, même de 5 mois, pour arranger. Parce que la machine est en train de faire du bruit. Tu vois? Alors, quand on dit, écoutez, c'est les échéances, mais c'est bien beau. Après les échéances, nous rentrons et c'est une perte d'énergie et en termes financiers, ça nous coûte beaucoup d'argent si le système ne marche pas, de revenir encore pour aller aux élections ou bien aller dans une crise où tout l'appareil est bloqué. Parce qu'on n'a pas écouté la voix de cette minorité-là. Être en minorité ne signifie pas qu'on ne connaît pas. C'est démocratique. Mais nous disons toujours que cette majorité-là, elle peut être majorité seulement parce qu'il a un grand micro. Donc, il y a une majorité silencieuse. Mais en 2016, on a connu presque le même problème. En 2016, le gouvernement avait dit qu'il n'avait pas assez de moyens pour organiser les élections. Et on a glissé de 2 ans. Et cette responsabilité jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'alors qui porte cette responsabilité-là. C'est ce que craint peut-être le pouvoir d'aujourd'hui. Oui, on doit apprendre les leçons des erreurs qu'on a commises dans le passé pour mieux rectifier. Donc on doit, parce que le problème avec les politiciens et beaucoup déjà même de gestionnaires qui ne regardent pas le passé, c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, nous parlons des leçons apprises et leurs applications. Qu'est-ce que nous avons appris en tant que nation, en tant que politiciens, en tant que juges des préparations précédentes des élections? Où avons-nous commis des erreurs pour qu'on ne puisse plus le répéter? Tu vois? Parce que la stupidité, on dit la stupidité, c'est répéter la même chose 2 fois croyant que ça va changer. Donc, il ne faut pas qu'on devienne des stupides politiques, excusez-moi l'expression. C'est-à-dire, ici, c'est dans le sens que nous commençons à faire les mêmes erreurs de ne pas écouter les autres et croyant que nous allons obtenir des résultats différents. Ça va pas se faire. Le contexte électoral, c'est un contexte qui a mené tout ce lot de conflits, mais on a vécu pendant 32 ans avec Mobutu. Il n'y avait pas, certes, il y avait des élections, mais bon, il n'y avait pas tout ce qu'on a connu. Mais avec, quelle est la différence? La différence est que on a libéralisé l'espace politique, tu vois. Ainsi, dans les causes des conflits, les causes systémiques, ici, on a essayé de faire en sorte que le système dictatorial, c'est ça la transformation, ne reste plus, nous ne restons plus dans le système dictatorial. On vient dans le système démocratique. Ouais. Ça, c'est positif. Maintenant, là où nous craignons, nous devons commencer à faire trop attention, c'est parce que dans le système, dans les causes du système, il y a 5 rubriques. Il y a politique, technologique, et légal, et puis social. Tu vois, tout ça, c'est ce qui s'appelle système. Oui. Donc, maintenant, nous avons là où le bas blesse, c'est qu'au niveau de la loi électorale, c'est la loi, tu vois, oui. C'est autour du système. C'est là où se passent les débats, c'est là où il y a les conflits autour de la loi qu'on voudrait mettre en action. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont cette loi a été votée. Alors, on ne doit pas faire fi et venir toujours avec la réponse de c'est la démocratie, le perdant perd et puis le gagnant gagne. La loi de la majorité. Ouais. La loi de la majorité. Donc, nous devons venir encore avec des solutions congolaises aux problèmes congolais. Quand les amis de l'autre côté ne sont pas contents, mais inventons quelque chose. Ne restons pas. Parce que nous savons que, écoutez, aujourd'hui, c'est bien beau de faire fi à ce qu'ils disent, mais demain, nous rentrerons à Sun City avec eux. Nous allons partager le pouvoir avec eux. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Mais rentrons dans notre tradition. L'arbre à palabres. Oui.
Mettons-nous autour de l'arbre par là. Tout à fait. Utilisons l'intelligence traditionnelle africaine. Qu'est-ce que les chefs du village ou bien les rois faisaient quand il y a des mécontents dans le système? Ils n'avançaient pas. Alors, en 2018, c'est pratiquement, on peut dire que c'est un peu similaire à 2011. On a un candidat qui est élu, un autre conteste, il se dit c'est moi qui ai été élu, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de réclamer sa victoire. C'est pratiquement la même chose, malgré que le contexte a à nouveau changé 5 ans plus tard. C'est la même chose. Ouais. Ici, il y a ce problème du perdant qui perd, tu vois. Et puis, qu'est-ce que la loi dit, tu vois. Si la loi autorise qu'il y a des voies de réclamation pendant 3 mois, bon, donnons à ces perdants-là les moyens de revendiquer et d'être écoutés jusqu'à ce qu'ils épuisent tout le moyen que la loi congolaise lui offre pour éviter à ce qu'il utilise la voie de violence pour se faire entendre et circuiter tout l'appareil politique. Parce que ça nous coûte trop cher. Tu vois? Donc, il faut qu'on exerce une des meilleures solutions dans la transformation des conflits, l'écoute de l'autre. Mais cette écoute-là est non pas seulement avec mes oreilles, mais c'est avec mon cœur aussi. J'écoute ses émotions. Tu vois, j'écoute ce qu'il est en train de dire. Et c'est là où nous avons les cours et tribunaux. Mais les cours et tribunaux, une fois encore, doivent être apolitiques pour qu'ils ne tombent pas dans ces jugements brutaux sans avoir écouté l'autre et lui donner les moyens de sa politique et lire la loi. Et tu sais, c'est pas moi qui l'ai dit, au niveau de la justice, c'est tout le monde qui se plaint de la justice. Hier, j'ai suivi madame la ministre de Justice dans une émission d'une chaîne. Elle parle comme tout le monde. Elle se plaint comme tout le monde de la justice dont elle est la patronne. Donc, quelque part... Et pourtant, elle a le pouvoir d'influencer positivement cet appareil judiciaire. Et tu sais, il y a des gens, quand ils sont à l'aise dans leur peau, les changements, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour cela qu'on demande la réforme de l'appareil judiciaire. Il faut réformer cela pour que le magistrat qui vient dire la loi puisse apprendre des erreurs du passé. Que si nous ne disons pas la loi, nous n'écoutons pas ces messieurs, on les coupe parce qu'on nous a donné les ordres qui ne doivent pas être président, nous payons le prix avec les rébellions qui naissent partout. Et ça remet le pays 15 ans en arrière. Et puis il y a des générations entières qui ne peuvent pas avancer parce que quelque part, on n'a pas pu écouter l'autre. Les erreurs d'aujourd'hui, on le paye cash demain. Oui. Et il y a c'est transgénérationnel et puis intergénérationnel. Vous vous souviendrez que autrefois, il y avait des années blanches où nous venons de terminer les études à 45 ans. Tu n'as que 15 ans si tu as la chance d'aller chercher l'emploi, 5 ans de chômage, 10 ans tu viens travailler et tu laisses absolument rien en banque parce que tu n'as pas sauvé assez d'argent, épargné assez. Tu n'as eu que 10 ans, tout le reste de ta vie, tu n'as fait qu'étudier, année blanche. Donc il y a des conséquences à tous les niveaux d'une erreur d'un jour, de quelques minutes qu'on a fait au Parlement. Ça coûte des générations entières. Les années blanches, c'était des années entières. Tu vois, on s'est rattrapé, terminé ici, vous doublez les classes, vous terminez et puis vous devez aller faire les doctorats. Le doctorat, c'est 5 ans, 7 ans si vous voulez faire la médecine. Donc tu te retrouves avec une autre génération de collègues à l'école. Quand tu viens chercher du travail, tu es déjà à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, pour qu'on t'engage, on regarde ton âge. C'est tout à fait. Donc, nous avons perdu 35 ans, même pas 15 ans à l'école primaire parce que tu dois doubler, 15 ans à l'école secondaire, et puis c'est presque parti, l'âge de la retraite reste. Donc, à cause d'une
décision qu'on a fait quelque part, mais on n'a pas regardé les conséquences transgénérationnelles. On va essayer maintenant d'analyser le contexte actuel. 2023 approche, dans une année et demie. Il y aura des élections. Est-ce qu'il y a changement, si on compare à 2006, 2011 et 2018? Est-ce qu'il y a changement, est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que la classe politique est devenue plus mature qu'avant? Oui et non. Parce que, une fois encore, les politiciens, ce sont égaux. Tu vois, pour que je vienne penser à la nation, il faut d'abord que mon ego soit satisfait. C'est ça. Tu vois. Et ça, même aux États-Unis, c'est la même chose. J'entends des gens qui disent, aux États-Unis, ils n'ont pas vécu là-bas, vous ne connaissez pas quelle est la politique là-bas. Elle est mauvaise comme partout. Hein. Mais nous devons, c'est-à-dire que pour éviter les erreurs du passé, il faut, comme je l'ai dit, qu'on regarde le système qui cause des conflits dans ces 5 aspects que j'ai énumérés là. Comment, par exemple, la loi que nous mettons en place va nous conduire à des conflits à venir. Donc, fixons cela. C'est le groupe qui dit, écoutez, la loi électorale, voilà les problèmes que cela pose. Posons-nous pour les écouter et discutons-en. Mais ne venons pas avec nous avons gagné, nous avons bien interprété la Constitution. La Constitution, il n'y a personne qui l'interprète mieux que nous le croyons. C'est pour cela qu'on l'a laissé avec beaucoup de vides d'interprétation. La même loi, le même constitutionnaliste, si vous le suivez, ils viennent l'interpréter parce que ce n'est pas un document religieux, ce n'est pas 1+1. C'est l'interprétation, il y a l'esprit et la lettre de la Constitution. Alors, entre eux constitutionnalistes, même article, même paragraphe, mais chacun a sa façon de venir. Mais tous les deux constitutionnalistes. Ouais. Et quand vous demandez, même ceux qui ont été à la base de cette Constitution, quand tu les appelles aujourd'hui pour venir interpréter, ils ne s'accordent pas toujours à l'interprétation. Ils regardent le... Donc, moi, s'il y a un conseil pour éviter les conflits électoraux et post-électoraux, nous devons nous donner la chance ou le temps de s'écouter, de se dire, écoutez, il y a un système que nous n'avons pas maîtrisé, qui est le système démocratique. Et dans l'analyse des conflits, il y a un conflit qui naît à cause du système. Mais là-dedans, il y a 5 niveaux. Il y a le niveau politique, les partis politiques, il y a aussi le niveau loi. Est-ce que les lois que nous avons mises en place viennent nous aider à avoir un système transparent pour que quand nous sortons ici, on est élu, personne ne vient revendiquer. Pourquoi ailleurs? Donc le lit de 2023 est déjà mal planté. Oui. À moins que les gens se ressaisissent et se disent, écoutez, nous jouons avec le feu ici. Sinon, pour nous, il y a déjà des flashs pour nous dire, nous sommes en train d'aller, c'est comme on fait, j'appelle ça la danse africaine en politique. On fait un pas en avant, on a élu, tu vois, le pays est calme, on n'a pas, les 2 présidents sont vivants, c'est parmi les rares cas en Afrique que l'ancien président existe à côté du nouveau président. Souvent, on élimine l'autre parce qu'on a peur. Mais nous devons, une fois encore, nous taper la poitrine quand nous voyons les 2, l'ancien et le nouveau, en train de vivre ensemble, même si ils ne se disent pas bonjour, ils ne s'embrassent pas. Mais ils sont là. C'est pas ça l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fidèle Louméa. On est pratiquement à la fin de l'émission. Alors là, vient la partie maintenant de commentaires photos. Je vous présenterai quelques photos. Vous allez émettre votre point de vue sur chaque photo que vous allez voir apparaître à l'écran. Alors, on va rapidement prendre la première photo. C'est-à-dire... Edem Kodjo. Ouais, ça c'est Edem Kodjo. Oui. Il était... Qu'est-ce qui vous inspire Edem Kodjo était jeune quand il est entré dans l'OUA. Il a travaillé là-bas, je crois. Comme secrétaire de l'OUA, oui. Il a amené beaucoup d'intellectualisme. Et
Je l'ai aimé de ce côté-là. Et c'était un monsieur qui était au four et au moulin dans les crises de cette époque-là. C'est ce que je retiens de lui. Sa jeunesse et sa fougue. Hein. Il était vraiment vibrant et intellectuellement, il était sur le plan académique, il valait de la peine. D'accord. On va prendre une deuxième image. Ça, c'est le leader Maximo. Oui, Maximo, Étienne Tshisekedi. c'est papa Étienne Tshisekedi. Oui. Il était connu par moi comme le monsieur qui disait non quand les choses ne partent pas dans son sens qu'il veut. Et c'est ce qui a fait que son parti politique est resté 35 ans dans le maquis, parce que son leadership était le leadership de moi ou rien. C'est l'absolutisme. Une bonne chose? Non. Il ne faut pas être absolutiste. Il faut toujours trouver, même traditionnellement, il faut négocier et trouver l'intérêt commun. Où est-ce que nos intérêts s'accordent? Les gagnants-gagnants, ça, c'est pas des leaders transformationnels. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut toujours savoir faire des concessions et chercher à prendre 50%, 50%. L'autre, tu commences à faire des ajouts. Papa ne le faisait pas. Voilà. On va avancer avec une autre image alors. Ça, c'est le président Kagame du Rwanda. Oui. Ouais. Le président Kagame est né, sa présidence est née de la crise du génocide. Et ce que nous ne devons pas oublier est que sur le plan de... c'est un blessé. Tu vois, blessé comment? Blessé par qui? Intérieurement, parce que toute sa vie, sa communauté, son groupe, lui n'a pas grandi au Rwanda. Il est exilé en Ouganda en tant que jeune. C'est en 59. Donc, il perd son pays, il grandit à l'étranger. Toute sa vie jusqu'au jour où ils sont venus au pouvoir. Donc, il y a ce qu'on appelle les blessures internes. C'est à l'intérieur, c'est un homme blessé parce qu'il a perdu beaucoup de siens et il a perdu une partie de sa jeunesse. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient en Ouganda? Ils étaient dans toutes les guerres de l'Afrique australe là, avec les Kabarebe. Quand tu lis son histoire, tu trouves ça. Alors maintenant, quand ces blessures-là ne sont pas guéries, tu les transfères à une autre génération. Donc toute sa posture politique actuelle ne part pas d'une bonne position. Ça part de cette peur de se voir encore poussé en exil. Donc, je suis là, je me défends jusqu'à ce que tu me tues. Me pousser pour l'exil que j'ai connu, tout le quart de ma vie, ça ne se fera pas. Donc, ça nous aide à comprendre l'homme quand s'il faut négocier avec lui, s'il faut parler avec lui, tu as l'avantage parce que tu sais que je parle avec un blessé. Et il y a des mots que je peux ne pas utiliser ici, sinon je le mets déjà dans la défensive. Tu vois? Et quand je suis dans la défensive, je prends une position que tu dois avoir utilisé beaucoup de force pour changer mon idée parce que ma peur, jusqu'à ce que tu me sécurises. D'accord. Voilà la présidence de Paul Kagame. Une autre image alors, rapidement. Ça, c'est le président Jean-Pierre Bemba, président de MLC. Il est homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Oui. Il a fait ses études en management. Donc, il approche la politique en termes de... C'est un entrepreneur, comme on les appelle, entrepreneur politique. C'est-à-dire, en négociant avec lui, tu dois te mettre en tête que je pars avec un business person. Il fait trop de calculs d'intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Donc, le retour de l'investissement. Parce que j'ai investi mon temps dans la politique. J'ai investi. Quand je viens me mettre à table avec toi, tu peux me donner beaucoup de beaux discours, me sécuriser, mais je voudrais les chiffres. C'est combien? Lui, c'est les chiffres. D'accord. On va prendre une autre personne.
Oussama Bin Laden. Ouais. Bin Laden, c'est comme aussi, c'est un architecte. De formation. Oui, oui. Il a étudié... Il a étudié le building. Et puis, il vient d'une famille très riche dont le père est architecte, a investi dans l'architecture. Il vient d'une famille très riche. Ainsi, il a pu comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on a attaqué les tours jumelles. Parce qu'en tant qu'architecte, il a fait des calculs. Comment ça doit s'effondrer. Donc, il y a une implosion. Au lieu d'aller comme ça, c'est tomber de l'intérieur. Parce qu'il a pris ce qui était bon, la science, et il a étudié quel angle il faut taper. L'avion doit avoir quelle quantité d'essence et quel type d'avion pour créer l'effet dont je cherche. Et il a étudié les bâtiments là, la tour, c'était quel matériel? C'était l'acier. Alors, qu'est-ce qui peut brûler l'acier? C'est le feu. Le feu à quel degré? C'était toutes ces études qu'ils ont fait. Et les gens, ces terroristes-là, n'étaient pas du n'importe qui. C'était pas des gars de la rue. C'était des intellectuels scientifiques. Ils ont fait tous les calculs. C'est comme ça qu'on a choisi et l'avion et l'angle de frappe. Donc, architecte, intellectuel, mais il a son ambition globale d'être le président du monde. Là, c'est comme dans l'histoire de la grenouille et du bœuf. C'est aussi comme l'Argentin qui était à côté de Castro. Il est venu ici avec à côté du président Kabila, le père, dans le maquis. Ah oui. Le nom est parti aussi. C'est quelqu'un que je suis familier avec. Donc, ils ont... C'est des mégalomanes. Voilà les concepts. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage sur Ben Laden. Une autre photo. Ouais. Lumumba. Ça, c'est le premier ministre Lumumba, le héros national. Lui, dans son leadership politique, il a eu beaucoup trop de problèmes parce qu'il était inconsistant. C'est-à-dire? Quelqu'un qui est inconsistant, il vous dit une chose aujourd'hui, mais il ne poursuit pas ça jusqu'à trouver les résultats. Tu vois, il était un bon leader, il savait haranguer les gens, il comprenait son époque, mais il ne comprenait pas au-delà de son époque. Ce qui échappait à Lumumba, c'est le fonctionnement du système international. Tu vois, il n'a pas fait les études universitaires aussi. Bon, il n'a pas fait ce sont ce qu'on appelle en anglais les self-made men. Donc, ils se sont créés, ce sont des leaders qui émergent du néant. Il prend la parole, il vous harangue et puis vous partez avec lui. Mais quand vous lui demandez de vous donner les ABCD, tu vois, ce qui lui a échappé, c'est la géopolitique, comment ça fonctionnait. Parce que c'est là où il devait comprendre que non, mais je ne peux pas avoir dans la même forêt deux lions, les lions américains et les lions russes. C'est ce qu'il a tué. Tu vois, parce que il est parti, si vous vous souviendrez, parce que dans mon livre, je parle de lui et de ces erreurs-là, il est parti vouloir intégrer le bloc communiste quand il signe ce contrat-là avec les Russes de venir au Congo, alors que nous sommes dans la période de guerre froide. Donc, les deux géants, c'est comme deux lions qui ne devraient pas se retrouver dans une même forêt. Et ça a coûté cher à sa carrière politique, mais aussi à sa vie. Une autre photo. Laurent Désiré Kabila. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer en 97 quand il venait avec l'AFDEL. J'étais en train de travailler comme représentant résident dans la sous-région de Grand Lac. J'étais basé à Bukavu. Et vous savez, Uvira a été la première ville à tomber. Alors, nous... À quelques mètres de Bukavu.
Pardon? À quelques kilomètres de Bukavu. À quelques kilomètres de Bukavu. Alors, on en avait assez de rester dans la maison parce qu'on ne savait pas quel sera le sort. Et puis, il va monter à Bukavu. Bukavu est pris. Il va monter, il va donner son discours à la nation. Nous étions dans ce discours-là. Mais il vous emporte avec les discours. Et puis c'est là où l'enrôlement de 3000 Kadogo, les Kadogo commencent, après cet événement-là, nous étions présents, et ils se font enrôler en masse. Et de là partent la marche vers Kinshasa. Ouais. Dans son leadership, il a péché encore dans une mauvaise compréhension de la géopolitique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dire, écoutez, tous ces œufs m'appartiennent. Tu vois? Il faut composer avec les autres. Il n'a pas compris que ce que nous avons, il y a eu Merci. les gens qui ont investi à qui nous devons. D'accord. Donc, il y a cette erreur-là dans son leadership. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Louméa. Je pense qu'on va prendre la dernière photo parce qu'on n'a plus assez de temps. La dernière photo et puis on va désannoncer l'émission. Ça, c'est Poutine. Poutine, je le mets dans la même classe. Poutine est le président de la Russie. Il est en guerre avec un petit pays voisin, Ukraine. Je le mettrai dans le même basket panier avec le président rwandais Kagame. Pourquoi? Parce que Poutine est blessé intérieurement parce que la confédération russe n'existe plus. Il se rappelle de ses vieux temps. L'URSS. Ouais, l'URSS. Voilà. Il veut reconstituer l'URSS. Donc, il ne lit pas le passage du temps. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Louméa. Vous êtes expert en transformation de conflits. Je pense qu'on n'a plus assez de temps. On doit désannoncer l'émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Vous êtes au Congo depuis 2021. Donc, vous êtes là de façon permanente. Ouais. Je suis là de façon permanente avec beaucoup de voyages pour le cadre de mon travail. D'accord. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Face à Face. On a reçu un expert en transformation de conflits. Il nous a fait sa lecture des conflits électoraux en République démocratique du Congo et même avant les élections de 2006. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Au revoir. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga moka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.